Vous avez 40 ans, ou peut-être 38, peut-être 45, et quelque chose a changé. Pas en mal, pas en bien, juste différemment, comme si une voix intérieure, longtemps silencieuse, commençait enfin à parler. Comme si la vie que vous avez construite, la carrière, les relations, les objectifs atteints, commençaient à vous sembler incomplètes. Jung appelait ça le midi de la vie. Et selon lui, c'était non pas une crise, mais une invitation. Pensez-y. La première moitié de votre existence, vous l'avez passée à répondre à des questions que les autres vous ont posées. Que veux-tu faire plus tard? Qui veux-tu être? Comment veux-tu réussir? Vous avez répondu, vous avez construit, vous avez couru, vous avez performé, vous avez prouvé. Et maintenant quelque chose demande. Mais toi, qui es-tu vraiment? Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, fondateur de la psychologie analytique, a observé des milliers de patients au cours de sa carrière. Et il a remarqué quelque chose d'étrange. Quelque chose que personne avant lui n'avait formulé aussi clairement. Les personnes de moins de 40 ans venaient le voir avec des problèmes d'adaptation. Trouver leur place, leur rôle, leur identité sociale, leur façon d'exister dans le regard des autres. Mais les personnes de plus de 40 ans venaient avec autre chose. Quelque chose de plus profond. Un vide, malgré le succès, malgré la famille, malgré les accomplissements. Un vide que rien d'extérieur ne semblait pouvoir combler. Un vide qui ne ressemblait à aucune autre douleur qu'ils avaient connue. Parce que cette douleur-là ne venait pas de ce qui manquait dans leur vie. Elle venait de ce qu'ils avaient peut-être trop longtemps ignoré en eux-mêmes. Jung a alors formulé une idée révolutionnaire. Une idée que ni Freud, ni Adler, ni aucun de ses contemporains n'avaient osé formuler aussi clairement. La première moitié de la vie sert à construire un ego. La seconde moitié sert à le dépasser. Ce ne sont pas deux prolongements du même voyage. Ce sont deux voyages radicalement différents. Et la quarantaine est la frontière entre ces deux mondes. D'un côté, la construction, l'adaptation, la conquête. De l'autre, l'intégration, l'approfondissement, la transformation. Et le problème, le vrai problème, c'est que personne ne vous prépare à franchir cette frontière. La société vous a tout appris sur comment réussir la première moitié. Les études, le travail, la famille, l'argent, le statut. Mais la seconde moitié, silence. Comme si elle n'existait pas. Comme si la vie s'arrêtait à 40 ans. Comme si tout ce qui venait après était une simple déclinaison de ce qui précédait. Alors la plupart des gens font la seule chose qu'ils savent faire. Ils continuent. Ils courent encore. Ils accumulent encore. Ils prouvent encore. Et la voix intérieure, elle, continue de parler. De plus en plus fort. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer la façon dont vous regardez chaque matin qui se lève depuis aujourd'hui. Nous allons traverser ensemble les grandes idées de Jung sur la seconde moitié de la vie. L'ombre, le persona, l'individuation, l'inconscient collectif, le soi. Pas comme des concepts abstraits, mais comme des miroirs. Des miroirs dans lesquels vous allez peut-être, pour la première fois, vous reconnaître vraiment. Imaginez une maison. Vous avez passé 20 ans à la bâtir, pierre par pierre, pièce par pièce. Un travail, une réputation, un cercle social, des habitudes solides, une image de vous-même que le monde reconnaît et valide. Cette maison est solide. Elle est belle, même. Mais elle n'a pas de fenêtre vers l'intérieur. Jung appelait cette construction le persona, un mot latin qui désignait, à l'origine, le masque que portaient les acteurs du théâtre antique, le masque que l'on montre au monde, l'identité sociale, le rôle, la façade. Et Jung était très clair là-dessus. Le persona n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Vous en aviez besoin pour survivre dans le monde social, pour appartenir à un groupe, pour avancer, pour être reconnu. Un enfant qui apprend qu'on l'aime davantage quand il est sage construit un persona de sagesse. Un adolescent qui comprend que l'humour lui ouvre des portes construit un persona de comique. Un jeune adulte qui réalise que le sérieux est valorisé dans son milieu professionnel construit un persona de sérieux. Tout cela est naturel, nécessaire, inévitable. Mais voilà le problème. À force de porter le masque, vous avez oublié qu'il y avait un visage en dessous. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je vous décris? Cette sensation que vous jouez un rôle depuis si longtemps que vous ne savez plus si c'est un rôle ou si c'est vous. Cette impression que vos journées ressemblent à une liste de cases à cocher
plutôt qu'à une vie vécue de l'intérieur. Ce moment où quelqu'un vous demande ce que vous aimez vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce dont vous rêvez encore, et où vous réalisez que vous ne savez plus vraiment quoi répondre. Pas parce que vous êtes vide, mais parce que vous avez mis de côté ce que vous étiez vraiment pendant si longtemps que vous avez perdu le chemin qui mène à vous-même. Le philosophe danois Søren Kierkegaard avait compris quelque chose de similaire, bien avant Jung. Il parlait du désespoir de ne pas être soi-même. Pas le désespoir bruyant, pas les larmes dans la nuit, pas la dépression déclarée. Le désespoir silencieux, celui qui s'installe doucement, insidieusement, sans qu'on le voie venir. Celui de l'homme ou de la femme qui réussit tout ce qu'on lui a demandé de réussir et qui se réveille un matin en réalisant qu'il ou elle n'a jamais choisi ce qu'on lui demandait. Kierkegaard appelait cela vivre de manière esthétique en surface, en réaction, selon les codes du monde plutôt que de manière authentique, depuis l'intérieur de soi-même. Et Jung a poussé cette réflexion encore plus loin. Il a montré que le persona, quand on s'y identifie complètement, ne se contente pas de vous éloigner de vous-même. Il crée une fracture. D'un côté, ce que vous montrez au monde, maîtrisé, présentable, acceptable. De l'autre, tout ce que vous avez refoulé pour maintenir cette image, tout ce qui ne rentrait pas dans le moule, tout ce qui dérangeait, tout ce qui était jugé trop intense, trop sensible, trop ambitieux, trop différent. Et cette partie refoulée a un nom chez Jung, l'ombre. Mais avant d'entrer dans l'ombre, et nous allons y plonger vraiment dans quelques minutes, je veux vous poser une question. Une question simple, peut-être la plus importante que vous vous poserez aujourd'hui. Si vous enleviez tous les rôles que vous jouez, le parent, le professionnel, l'ami fiable, le conjoint responsable, le fils ou la fille modèle, qu'est-ce qui resterait? Pas ce que vous faites, pas ce que les autres pensent de vous, pas ce que vous avez accompli. Qui resterait? Gardez cette question avec vous, parce que Jung a consacré toute sa vie à répondre à cette question non pas pour lui seul, mais pour chaque être humain capable de l'entendre. La seconde moitié de la vie, selon Jung, commence exactement à cet endroit. L'endroit où le persona commence à craquer, l'endroit où la voix intérieure refuse de se taire, l'endroit où vous ne pouvez plus vous contenter de la façade. Et cette fissure dans le masque, aussi douloureuse qu'elle puisse sembler, c'est la lumière qui commence à entrer. Il y a une partie de vous que vous avez enterrée, consciemment ou non, peut-être très tôt, peut-être dès l'enfance. Depuis le début, on vous a appris à être acceptable, à être poli, à être fort, à être raisonnable, à ne pas trop pleurer, à ne pas trop vouloir, à ne pas trop ressentir, à rentrer dans le moule, à correspondre aux attentes, à mériter l'amour qu'on vous donnait. Alors vous avez rangé, vous avez mis de côté la colère que vous n'aviez pas le droit d'exprimer, l'ambition que l'on vous reprochait, la sensibilité que l'on tournait en ridicule, la créativité que l'on jugeait inutile ou naïve, la tristesse que l'on vous demandait de surmonter trop vite, le désir d'être vu, vraiment vu, que personne autour de vous ne semblait vouloir satisfaire. Vous avez rangé tout ça dans une pièce fermée à clé, et vous avez continué à vivre dans le reste de la maison, comme si cette pièce n'existait pas. Jung appelait tout cela l'ombre. Mais attention, c'est ici que beaucoup de gens se trompent sur la notion d'ombre. L'ombre n'est pas le mal en vous. Ce n'est pas votre côté sombre au sens moral du terme. Ce n'est pas une liste de vos défauts ou de vos péchés. C'est le rejeter, le nier, le refouler. C'est tout ce que vous avez jugé incompatible avec votre image sociale et que vous avez donc banni même de votre propre regard. Et voici ce que Jung avait compris avec une précision absolument chirurgicale. L'ombre ne disparaît pas parce que vous l'ignorez. Elle ne se résigne pas. Elle ne s'endort pas. Elle grossit, elle attend, et elle se manifeste, d'une façon ou d'une autre, dans vos peurs irrationnelles, dans vos colères disproportionnées, dans vos comportements auto-saboteurs que vous ne comprenez pas vous-même, dans cette envie bizarre de tout plaquer sans raison apparente, dans cette jalousie que vous ressentez envers quelqu'un qui a osé faire ce que vous n'avez jamais osé, dans ce jugement sévère que vous portez sur ceux qui expriment librement ce que vous avez toujours étouffé. Pensez à la dernière fois qu'un comportement chez quelqu'un vous a vraiment irrité, profondément, viscéralement, de manière peut-être disproportionnée. Est-ce que ce comportement, quelque part, vous rappelle quelque chose que vous avez vous-même refoulé, quelque chose que vous aimeriez pouvoir faire, être, exprimer, mais que vous vous interdisez?
Jung disait que ce que nous ne supportons pas chez les autres est souvent ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes. C'est l'ombre qui parle. Friedrich Nietzsche, que Jung avait lu, étudié, admiré et parfois craint tant la profondeur le troublait, écrivait quelque chose de glaçant. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et si tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. L'ombre ignorée devient un abîme. L'ombre regardée en face, explorée avec courage et compassion, devient une ressource extraordinaire. Parce que dans l'ombre, il n'y a pas que ce que vous avez refoulé par honte ou par peur. Il y a aussi ce que vous avez abandonné par obligation. Des rêves, des talents, des désirs profonds, des pans entiers de votre personnalité qui n'ont jamais eu l'espace de s'exprimer. Un musicien qui est devenu comptable parce que c'était plus raisonnable. Une femme sensible et intuitive qui a appris à se montrer uniquement rationnelle pour être prise au sérieux. Un homme profondément empathique qui a construit une armure d'insensibilité parce que la vulnérabilité était perçue comme une faiblesse. Ces parts de vous ne sont pas mortes. Elles attendent, dans la pièce fermée à clé. Et la quarantaine, c'est le moment de la vie où vous avez enfin assez vécu pour comprendre que vous ne pouvez plus vous permettre de les laisser là. Mais comment fait-on pour accéder à l'ombre? Comment regarde-t-on en face ce qu'on a si longtemps évité de voir? Jung proposait plusieurs portes d'entrée. Les rêves d'abord. L'inconscient parle dans le langage des images et des symboles pendant le sommeil. Que rêvez-vous? Quels personnages peuplent vos nuits? Que vous disent-ils que vous n'écoutez pas le jour? Les projections. Ensuite, ce que vous jugez chez les autres est souvent le reflet de ce que vous portez vous-même. Vos réactions les plus intenses sont des pistes et l'introspection honnête. Cette capacité rare et courageuse à s'asseoir avec soi-même, sans distraction, sans écran, sans bruit, et à se demander « Qu'est-ce que j'ai mis de côté? Qu'est-ce que je n'ai jamais osé? Qu'est-ce que j'aurais voulu être si personne ne me regardait ?» Jung ne vous demande pas de vous flageller. Il ne vous demande pas de rouvrir des blessures pour le plaisir de souffrir. Il vous demande quelque chose de bien plus courageux et de bien plus doux à la fois. Regardez, avec curiosité, avec compassion, sans jugement. Considérez ces parts de vous que vous avez rejetées non pas comme des ennemis à combattre, mais comme des enfants que vous avez laissés seuls trop longtemps et qui ont besoin de retrouver leur place dans votre vie. Et quand vous commencez ce travail, quand vous commencez vraiment à regarder, l'ombre en face, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie que vous dépensiez à maintenir la répression se libère. L'anxiété diffuse qui n'avait pas de nom commence à s'expliquer. Les comportements que vous ne compreniez pas en vous-même commencent à avoir du sens. Et vous commencez à accéder à une énergie, une créativité, une authenticité que vous n'aviez peut-être jamais connue de toute votre vie. Parce que la suite, et c'est là que cette vidéo bascule vraiment, n'est pas seulement une théorie sur ce que vous avez perdu. C'est une carte pour ce que vous pouvez encore devenir. Et ce concept, Jung l'a nommé d'un seul mot. Un mot qui va changer la façon dont vous envisagez tout ce qui vous reste à vivre. Il existe un mot, en grec ancien, télos. Il signifie la finalité, le but ultime vers lequel une chose tend par sa nature propre. Aristote l'utilisait pour parler des êtres vivants. Un gland a pour télo de devenir un chêne. Pas un sapin, pas un roseau. Pas quelque chose de plus petit, de plus commode, de plus socialement acceptable. Un chêne, dans toute sa hauteur, dans toute son étendue, dans toute sa complexité. Et vous, quel est votre télo? Pas le rôle qu'on vous a assigné dès l'enfance. Pas l'identité que le monde a construite autour de vous. Pas la version de vous-même que vous avez appris à montrer pour être aimé ou reconnu. Vous, dans votre totalité la plus complète, la plus authentique, la plus vivante. Jung appelait le chemin vers cette totalité l'individuation. Et ce concept est peut-être la contribution la plus précieuse qu'il ait offerte à l'humanité. L'individuation n'est pas devenir égoïste. Ce n'est pas s'isoler du monde. Ce n'est pas rejeter ses responsabilités ou abandonner ses relations. C'est devenir entier. C'est intégrer tout ce que vous êtes, la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, le rationnel et l'intuitif, le persona construit et la nature profonde refoulée en une identité unifiée, cohérente, authentiquement vivante. C'est cesser de vous définir par ce que vous faites pour commencer à vous connaître par ce que vous êtes. Jung était convaincu que l'individuation est le travail spécifique de la seconde moitié de la vie. Pas parce que les jeunes n'en sont pas capables en théorie, mais parce que pour accomplir ce travail, il faut quelque chose que seule la vie peut donner avec le temps.
des expériences suffisantes pour comprendre ce qui compte vraiment, des échecs suffisants pour savoir que la façade ne protège pas de tout, des pertes suffisantes pour comprendre que rien d'extérieur n'est permanent, une maturité suffisante pour regarder en soi sans se fuir. Voici une question que Jung aurait pu vous poser directement. Une question simple, peut-être dérangeante. Qui seriez-vous si vous n'aviez plus peur du regard des autres? Si vous n'aviez plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, si la comparaison sociale n'existait pas, si personne ne notait, si personne ne jugeait, si personne ne validait ou invalidait, que feriez-vous de vos journées? Comment parleriez-vous? Comment vous habilleriez-vous? À quoi passeriez-vous votre temps? Quelle conversation auriez-vous? Quel projet porteriez-vous? Prenez un moment, vraiment, pas pour répondre à voix haute, pas pour me répondre, pour vous répondre à vous-même. Parce que ce que vous venez d'imaginer, cet espace de liberté authentique, c'est la direction que pointe l'individuation. Joseph Campbell, mythologiste américain, qui s'est profondément inspiré de Jung pour construire sa théorie du voyage du héros, disait une chose que je trouve bouleversante de vérité. Il disait que le plus grand danger pour la plupart des gens n'est pas de viser trop haut et de rater, c'est de viser trop bas et de réussir, de construire la mauvaise vie avec une excellence parfaite, d'arriver au sommet d'une échelle et de réaliser qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Le voyage du héros, selon Campbell, commence toujours par un appel, une perturbation dans la vie ordinaire. Une voix qui dit « Ce n'est pas encore ça, il y a autre chose, tu n'as pas encore trouvé ». Et le héros, le vrai héros, est celui qui répond à cet appel. Pas celui qui nie, pas celui qui distrait, pas celui qui s'anesthésie dans le confort de ce qu'il a déjà. Cet appel, vous l'entendez peut-être en ce moment même, cette voix qui s'est éveillée quelque part autour de la quarantaine et qui refuse de se taire. Cette insatisfaction inexplicable, malgré tout ce que vous avez. Ce besoin de sens qui va au-delà de la performance et de la reconnaissance. Ce n'est pas une crise, c'est un appel. Mais comment répondre à cet appel concrètement? Comment engager ce processus d'individuation dans une vie réelle, avec des contraintes réelles, des responsabilités réelles? Jung ne proposait pas de tout quitter, pas de tout brûler derrière soi. Il proposait quelque chose de plus subtil et, au fond, de bien plus radical. Il proposait de commencer à se poser des questions différentes. Non plus, comment puis-je mieux performer dans le rôle que j'ai? Mais, est-ce que ce rôle est encore le mien? Non plus, comment puis-je être plus efficace? Mais, efficace pour quoi? Pour qui? Pour quelle vision de ma vie? Non plus, comment être mieux vu des autres? Mais est-ce que je me vois moi-même avec honnêteté et bienveillance? Le philosophe Albert Camus écrivait que la question la plus fondamentale de la philosophie n'est pas de savoir si Dieu existe ou si la vie a un sens. C'est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Et Jung ajouterait, non pas la vie en général, abstraitement, mais votre vie, cette vie-là, celle que vous vivez. Vaut-elle la peine d'être vécue telle qu'elle est? Ou devez-vous lui donner une nouvelle direction? L'individuation, c'est le courage de répondre honnêtement, et ensuite d'agir en accord avec cette réponse. Maintenant, il y a un aspect de la pensée de Jung que je dois vous présenter, parce qu'il change tout à la façon dont vous vous percevez vous-même. Un concept qui va au-delà du persona, au-delà de l'ombre, au-delà de l'ego. Jung l'appelait le soi, avec un S majuscule, et comprendre ce qu'il voulait dire par là va peut-être être le moment le plus important de cette vidéo. Dans presque toutes les traditions spirituelles et philosophiques de l'humanité, il existe une idée commune, une idée que l'on retrouve dans le bouddhisme, dans les Upanishads de l'Inde ancienne, dans la philosophie stoïcienne, dans le mysticisme chrétien, dans le soufisme islamique. L'idée qu'il y a en vous quelque chose qui ne change pas, quelque chose qui observe, quelque chose qui témoigne de votre vie sans s'y confondre entièrement, quelque chose qui était là à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans, et qui sera encore là demain. Quelque chose de plus vaste que vos pensées, vos émotions, vos rôles, vos peurs, vos succès, vos échecs. Jung appelait cela le soi. Non pas l'ego, cette partie de vous qui gère les relations avec le monde, qui veut être vu, reconnu, valorisé, protégé, mais quelque chose de plus profond que l'ego, le centre réel de la psyché. L'ego est le directeur général que vous présentez au monde. Le soi est l'être humain complet qui existe derrière les murs de l'entreprise. L'ego veut contrôler. Le soi veut simplement être. L'ego s'inquiète du futur et ressasse le passé.
Le soi vit dans le présent éternel. Et voici ce que Jung a dit qui m'a toujours semblé extraordinairement libérateur. Le but de la seconde moitié de la vie n'est pas de renforcer l'ego, c'est d'apprendre à le servir, à laisser l'ego reprendre sa juste place, non pas comme maître de toute la psyché, mais comme serviteur du soi. Ce changement de centre de gravité intérieur de l'ego vers le soi est ce que Jung considérait comme la tâche spirituelle et psychologique fondamentale de la maturité humaine. Le philosophe et théologien Paul Tillich parlait du courage d'être, non pas le courage de faire, non pas le courage de performer, le courage d'être simplement soi-même, dans toute sa complexité, dans toute sa contradiction, dans toute son imperfection. C'est ce courage-là que Jung réclamait, ce courage tranquille, cette audace douce, de dire « Voilà ce que je suis, vraiment, pas ce que j'aurais dû être, pas ce que j'aurais voulu être, ce que je suis, dans ma totalité, avec tout ce que cela implique. » Et cette connexion avec le soi, cette reconnaissance de ce que vous êtes vraiment, au-delà de tous vos rôles, a des effets concrets, mesurables, dans votre vie quotidienne. L'anxiété chronique diminue, parce que l'anxiété est souvent la distance entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. La comparaison sociale perd de son emprise, parce que vous n'avez plus besoin d'être meilleur que quelqu'un d'autre, vous avez juste besoin d'être plus pleinement vous-même. Les relations s'approfondissent, parce que vous n'interagissez plus, persona contre persona, masque contre masque, mais être humain réel contre être humain réel. Les décisions deviennent plus claires, parce qu'elles sont ancrées dans vos vraies valeurs, pas dans les attentes des autres. Et une forme de paix s'installe. Non pas la paix de celui qui a tout résolu, mais la paix de celui qui sait qu'il est sur le bon chemin. Jung lui-même a traversé ce passage de manière brutale. Après sa rupture avec Freud, au début des années 1910, il a traversé une période qu'il a lui-même décrite comme une descente dans l'inconscient. Des années de confusion, de vision, de rêves intenses, de remise en question totale. Il avait entre 38 et 45 ans, exactement l'âge dont nous parlons. Et c'est dans cette descente, dans cet affrontement courageux avec ses propres ténèbres, qu'il a forgé les concepts qui allaient transformer la compréhension de la psyché humaine. Il n'a pas fui le midi de la vie, il s'y est plongé entièrement, et il en est sorti transformé, plus sage, plus profond, plus entier. Il y a un dernier concept que je veux vous offrir avant de conclure. Un concept qui m'a personnellement touché de manière profonde quand je l'ai découvert dans l'œuvre de Jung. La synchronicité. Jung définissait la synchronicité comme des coïncidences significatives. Ces moments où quelque chose dans le monde extérieur résonne avec quelque chose dans votre monde intérieur d'une façon qui ne peut pas être réduite au hasard. Vous pensez à quelqu'un depuis des jours et cette personne vous appelle. Vous traversez une période de questionnement profond sur votre direction de vie et vous tombez par hasard sur un livre, une conversation, une rencontre qui répond exactement à ce questionnement. Vous commencez à vous ouvrir à une nouvelle dimension de vous-même et des opportunités semblent apparaître comme par magie. Jung ne croyait pas à la magie au sens superstitieux du terme, mais il croyait que lorsque vous commencez à vous aligner avec votre soi profond, vous commencez à percevoir le monde différemment. Pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Votre attention se déplace. Vous remarquez ce que vous ne remarquiez pas avant. Vous êtes attiré par des personnes, des idées, des opportunités qui correspondent à ce que vous devenez. Et rétrospectivement, cette série d'événements ressemble à un guidage, comme si la vie vous menait exactement là où vous deviez aller, du moment que vous aviez le courage d'écouter. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle écrivait, dans ses pensées pour moi-même, « Regarde à l'intérieur de toi. C'est là qu'est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu cherches sans cesse. » Marcus Aurèle était l'un des hommes les plus puissants de son époque. Empereur de Rome, chef militaire, administrateur d'un empire gigantesque. Et il avait compris quelque chose que la plupart des gens de son niveau de pouvoir ne comprennent jamais. La vraie richesse est intérieure. La vraie puissance est intérieure. La vraie paix est intérieure. Et elle ne s'obtient pas en n'ajoutant plus à votre vie extérieure. Elle s'obtient en allant plus loin dans votre vie intérieure. Je veux vous parler maintenant du plus grand danger qui guette ceux qui approchent la quarantaine. Pas le danger évident. Pas la crise de couple ou la crise professionnelle. Le danger invisible. Celui que Jung appelait l'inflation de l'ego dans la seconde moitié de la vie.
Il prend deux formes, et il est probable que vous reconnaîtrez l'une d'entre elles chez vous ou chez quelqu'un que vous connaissez. La première forme, refusez de franchir le seuil. Continuez à appliquer les stratégies de la première moitié de la vie dans la seconde. Continuez à courir. Continuez à accumuler. Continuez à performer. Continuez à chercher la validation extérieure. Vous connaissez ces hommes et ces femmes de 50, 55, 60 ans qui courent encore après exactement les mêmes trophées qu'à 25 ans, qui ont besoin d'être constamment occupés parce que le silence leur est insupportable, qui multiplient les succès extérieurs mais dont les yeux, quand on les regarde vraiment, portent une fatigue que rien ne semble pouvoir effacer, qui ont peur de vieillir non pas parce que le corps change, mais parce que vieillir signifie se confronter à la question « Ai-je vraiment vécu ?» Ce n'est pas une critique, c'est une compréhension, parce que cette fuite en avant est une peur. La peur que si on ralentit, si on creuse, si on regarde vraiment à l'intérieur, on ne trouvera rien. Ou pire, qu'on trouvera quelque chose qu'on ne voulait pas voir. La seconde forme du danger, croire que l'éveil est une destination. Penser que l'individuation est une case à cocher. Un niveau que l'on atteint une bonne fois pour toutes. Un diplôme de conscience que l'on obtient après quelques lectures, quelques séances de méditation, quelques années de thérapie. Non, Jung était très clair là-dessus. L'individuation n'est pas un état, c'est un processus. Un chemin que l'on marche jusqu'au dernier jour. Pas parce que vous ne progressez pas, vous progressez, profondément, mais parce que chaque niveau de conscience révèle de nouveaux niveaux d'ombre, de nouvelles couches de persona, de nouvelles frontières à explorer. James Hollis, psychanalyste jungien américain, l'un des plus grands spécialistes vivants de Jung, écrit quelque chose que je trouve d'une pertinence absolue. Il dit que la seconde moitié de la vie demande de nous ce que la première ne pouvait pas imaginer. Elle demande de lâcher ce qui nous définissait pour découvrir ce qui nous transcende. Lâchez l'identité construite. Lâchez la certitude que vous savez qui vous êtes. Lâchez le besoin d'approbation. Lâchez la peur du vide pour découvrir que le vide n'est pas un manque. C'est un espace de possibilités, un espace de naissance, un espace où quelque chose de nouveau peut enfin prendre forme, et c'est vertigineux. Je ne vais pas vous mentir, ce travail est exigeant. Regarder l'ombre en face n'est pas confortable. Remettre en question l'identité que vous avez construite pendant 20 ans n'est pas rassurant. Choisir l'authenticité plutôt que l'approbation n'est pas toujours socialement récompensé. Mais voici ce que Jung, Kierkegaard, Campbell, Nietzsche, Marc Aurèle, tous ces esprits qui ont regardé en face la condition humaine, nous disent unanimement. L'alternative est pire, pas douloureuse de la même façon, mais plus profondément douloureuse sur le long terme, parce que le regret de ce qu'on n'a pas osé être est une douleur qui s'installe et qui reste. La douleur de la croissance passe, le regret, lui, accumule. Alors que choisissez-vous? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est peut-être la question la plus concrète et la plus urgente que cette vidéo vous pose. À ce moment précis de votre vie, à cette intersection particulière entre ce que vous avez déjà vécu et ce qui vous reste à vivre, que choisissez-vous? Jung n'était pas seulement un théoricien, c'était un praticien, et à travers son œuvre, il a laissé des outils concrets pour engager ce travail de la seconde moitié de la vie. Je veux vous en donner 4. 4 pratiques, 4 approches que vous pouvez commencer aujourd'hui, pas demain, pas quand vous aurez plus de temps, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant, avec la vie que vous avez. Le premier outil, le dialogue avec l'inconscient. Jung était convaincu que notre inconscient communique avec nous en permanence, principalement à travers les rêves, mais aussi à travers les images récurrentes, les fantasmes spontanés, les intuitions profondes. Commencez à noter vos rêves, pas pour les analyser avec des grilles préfabriquées, mais pour commencer à les habiter, à vous demander ce que chaque personnage, chaque situation, chaque émotion dans le rêve vous dit de votre vie intérieure. Quel message vous envoie cet inconnu menaçant qui revient dans vos nuits? Quelle part de vous représente cet enfant perdu que vous retrouvez souvent en rêve? Que symbolise cette maison avec des pièces inconnues que vous explorez sans jamais en trouver la sortie? Votre inconscient n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus profond. Il sait ce que votre ego refuse de regarder, et il ne cesse jamais de vous envoyer des messages. Le deuxième outil, l'écriture introspective. Pas le journal intime au sens conventionnel, pas la liste de vos activités quotidiennes,
Jung pratiquait ce qu'il appelait l'imagination active, un dialogue écrit avec les figures de son inconscient. Il leur posait des questions, il laissait des réponses émerger. Vous pouvez commencer plus simplement. Choisissez 1 heure dans votre semaine, une seule où vous posez les questions que vous n'osez pas poser habituellement. Qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie à ce stade? Qu'est-ce que j'ai sacrifié que je regrette? Qui suis-je quand personne ne regarde? Quelle peur me retient le plus? Si je pouvais vivre différemment, par où commencerais-je? Et écrivez, sans censure, sans relecture immédiate, sans jugement. Laissez la plume aller où elle veut. Ce qui en sort vous surprendra parfois, vous inconfortera parfois, vous libérera souvent. Le 3e outil, la contemplation de vos projections. Chaque fois que vous réagissez de manière forte positivement ou négativement à quelqu'un, posez-vous une question. Qu'est-ce que cette réaction me dit sur moi-même? L'admiration intense que vous portez à quelqu'un peut pointer vers une qualité que vous portez en vous, mais n'avez pas encore exprimée. La jalousie que vous ressentez peut indiquer un désir profond que vous n'avez pas encore osé reconnaître. L'irritation viscérale qu'un comportement déclenche en vous peut signaler une part de votre ombre. Vos projections sont vos meilleurs professeurs. Si vous apprenez à les lire comme des messages plutôt que comme des vérités sur les autres, le 4e outil, la relation avec les transitions. Jung avait une vision particulière du temps et des transitions dans la vie humaine. Il croyait que les grandes transitions, un deuil, une rupture, un changement de carrière, une maladie, un déménagement, une crise ne sont jamais seulement des événements extérieurs. Ce sont des invitations à une transformation intérieure. Et la façon dont vous traversez ces transitions dit tout sur votre rapport à l'individuation. Est-ce que vous cherchez à revenir aussi vite que possible à un état de stabilité connu, ou est-ce que vous acceptez de rester dans l'incertitude suffisamment longtemps pour laisser quelque chose de nouveau émerger? La seconde posture est plus difficile. Elle est aussi infiniment plus riche, parce que c'est dans l'entre-deux, dans ce moment de suspension entre ce qui était et ce qui sera, que la transformation se produit réellement. Nous approchons de la fin de cette vidéo, et je veux que ces dernières minutes comptent, pas pour vous donner une conclusion propre et rassurante, mais pour vous laisser avec quelque chose de vivant, de vrai, de personnel. Jung a écrit vers la fin de sa vie quelque chose que je relis régulièrement. Il écrivait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Pas s'éveille au sens d'une illumination mystique hors d'atteinte. S'éveille au sens de commencer à voir clairement, à voir qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce qui compte vraiment, et ce que vous avez peut-être passé trop d'années à éviter de regarder. Cet éveil ne vous rend pas parfait, il ne résout pas tous vos problèmes, il ne vous décharge pas de vos responsabilités, mais il change radicalement votre rapport à votre propre vie. Vous cessez de subir, vous commencez à choisir, vous cessez de jouer un rôle, vous commencez à habiter, vous cessez de courir vers quelque chose que vous ne savez pas vraiment définir, vous commencez à marcher vers vous-même. Il y a un passage magnifique dans le livre de Job, ce texte antique sur la souffrance, et le sens où Job, après tout ce qu'il a traversé, dit une chose étonnante. Il dit « Autrefois, je t'entendais parler. Maintenant, mes yeux te voient. » Jung aimait ce passage, parce qu'il illustrait parfaitement ce dont il parlait. La première moitié de la vie, vous entendez parler de la vie. On vous dit ce qu'elle est censée être. On vous dit comment elle fonctionne. On vous dit ce que vous devez faire. Et vous construisez selon ces instructions. Mais à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, pour la première fois peut-être, vous commencez à la voir, directement, sans filtre, sans médiation, avec vos propres yeux, avec votre propre vérité. Et cette vision directe de votre vie avec toute son imperfection, toute sa beauté cachée, toute sa potentialité inexploitée, est le début de quelque chose que je n'hésite pas à appeler une renaissance. Pas une renaissance au sens glamour du terme. Pas une révolution spectaculaire qui fait envie sur les réseaux sociaux. Une renaissance tranquille, profonde, durable, la renaissance de quelqu'un qui a décidé de ne plus se mentir. De quelqu'un qui a décidé de prendre au sérieux la voix qui parle depuis l'intérieur. De quelqu'un qui a décidé que la seconde moitié de la vie serait vraiment vécue et pas seulement gérée. La vie ne commence pas malgré les 40 ans, elle commence grâce à eux. Parce que c'est le premier âge où vous avez assez vécu pour comprendre ce qui compte.
Assez souffert pour ne plus avoir peur de votre propre profondeur. Assez construit pour savoir ce que vous voulez désormais déconstruire et reconstruire autrement. Assez mûri pour entendre la voix du soi sans la confondre avec la voix du persona. Assez sage pour comprendre que vous n'avez pas à tout avoir résolu pour commencer à vivre vraiment. Alors, où en êtes-vous, vous, en ce moment? Est-ce que quelque chose dans cette vidéo a touché quelque chose en vous? Est-ce que vous avez reconnu une part de vous dans l'ombre dont nous avons parlé? Dans le persona que vous portez depuis trop longtemps? Dans ce vide que les succès extérieurs n'ont pas réussi à combler? Dans cette voix qui parle de plus en plus fort et que vous avez peut-être encore peur d'écouter pleinement? Ne fuyez pas ce que vous ressentez. Ne minimisez pas cette voix. Ne la remettez pas à plus tard. Écoutez-la. Elle n'est pas là pour vous détruire ce que vous avez bâti. Elle est là pour vous aider à devenir ce que vous n'avez pas encore osé être. Et cette version de vous plus entière, plus authentique, plus vivante, vous attend depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Laissez un commentaire et dites-moi où vous en êtes dans ce voyage. Vos mots comptent et ils nourrissent cette communauté. Likez si vous souhaitez que nous continuions à explorer ces territoires ensemble. Et abonnez-vous à Jung Spirit, parce que la prochaine vidéo va explorer quelque chose que Jung considérait comme la clé secrète de l'individuation. Quelque chose dont presque personne ne parle, et qui pourrait changer une fois encore la façon dont vous vous regardez vous-même. À très bientôt.